Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pas mal de choses aujourd'hui. On va commencer par le propos de Audrey Pulvard. Audrey Pulvard, vous connaissez, c'est cette journaliste que moi je qualifie d'être de ces journalistes opportunistes, mais qui, évidemment, étant donné que c'est une femme, et en plus de ça, une femme de couleur, c'est une journaliste sur laquelle on a très peu ou parfois hésité à faire de la contradiction, et qui nous a sorti un propos récemment concernant l'affaire de l'UNEF, hein, vous savez, ce syndicat étudiant qui organisait des réunions, des forums pour des personnes issues de la diversité, plus particulièrement issues de personnes de couleur, et qui organisait donc des réunions interdites aux blancs, ou tout au moins réservées aux personnes de couleur. Et voilà, c'est une question c'est une interprétation de langage, mais qui en réalité veut dire la même chose, puisque quand vous allez par exemple dans un club, si on vous dit que c'est réservé aux membres, ça veut dire que si vous n'êtes pas membre, c'est interdit pour vous, hein, qu'on soit bien clair. Il faut savoir mettre des mots là où il faut. Et donc, lors d'une interview à BFM, elle a finalement expliqué que, en effet, ces réunions, on peut les faire, et elles ne sont pas interdites aux Blancs. C'est-à-dire que les Blancs peuvent y venir s'ils veulent. Mais ce qui serait bien, c'est qu'ils se taisent. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à. C'est-à-dire que si... Non, là, non, mais je ne joue pas sur les mots. Je vais vous dire pourquoi je ne joue pas sur les mots. Si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se taire? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas le droit de dire quoi que ce soit pendant ces réunions, puisque ce sont des réunions, on va dire, entre personnes de couleur, entre personnes issues de minorités. Donc, étant donné que nous sommes blancs, nous n'avons pas d'avis à donner, nous n'avons pas d'interaction à faire dans ces réunions. Je rappelle que cette journaliste, comme un grand nombre d'entre eux, défendent très souvent l'argument de la République, de son équité, de son principe d'égalité, de lutter contre les discriminations. Et tout d'un coup, c'est cette même journaliste qui fait de la racialisation, c'est-à-dire, on fait des réunions entre personnes de couleur, on essaie de caresser le sens du poil en disant « oui, mais même si certains blancs n'ont pas le droit d'y aller, on va quand même dire qu'eux, ils ont le droit d'y aller. Mais en revanche, ils n'ont le droit de dire absolument rien. En gros, vous pouvez venir, on vous tolère, parce que voilà, on va essayer de calmer la polémique. Mais en revanche, vous fermez vos gueules. » Voilà ce que ces gens bien pensants, à qui aujourd'hui on donne, je dirais, tribune, sont en train de faire de ce pays. C'est-à-dire de la distorsion de valeurs républicaines, de la réinterprétation sur la réalité, et je dirais l'existentialisme même de la communauté. Donc communauté étant de gens de couleur, de minorités, communauté musulmane, communauté juive, communauté LGBT, etc., pour leur donner un statut à part entière dans la société française et leur donner ainsi une existence et une légitimité de se renfermer finalement sur elles-mêmes. C'est-à-dire d'interdire, même à la limite dans l'espace public, l'accès aux autres. On est là dans une interprétation de l'intolérance. Il n'y a pas de tolérance à accepter des gens différents de vous. On reste entre nous, on se communautarise, on se renferme pour soi-disant discuter et même juger ceux dont on refuse l'accès. En réalité,
cette journaliste est en train tout simplement de légitimer des groupes de réflexion dans lesquels on a le droit d'accuser, de tenir pour responsable, pour coupable de nos maux, des gens qui ne peuvent même pas se défendre. Des gens qui ne peuvent même pas essayer d'amener de l'enrichissement au débat de leurs problèmes, parce que c'est tellement plus facile d'être dans l'entre-soi pour accuser les autres et légitimer, et même je dirais motiver les membres de votre communauté à ce que vous dites est vrai. C'est la faute des autres, c'est la faute des Blancs. C'est la faute des Blancs parce qu'ils ont été colonisateurs. C'est la faute des Blancs parce que c'est eux qui ont organisé la traite des esclaves. C'est la faute des Blancs parce qu'ils ont joué de la discrimination, ils ont fait de la différenciation, ils ont fait de l'apartheid. Ils ont fait en sorte que les gens issus de la diversité n'aient pas accès aux mêmes droits, aux mêmes libertés, aux mêmes égalités. Donc c'est l'homme blanc qui est responsable de tout. Et donc c'est tellement plus simple de faire des petites réunions, comités restreints entre soi pour faire de la propagande. Donc Madame Audrey Pulvard vient officiellement à la télévision française de légitimer le communautarisme propagandiste. Alors évidemment, ça fait un petit peu polémique, mais étant donné que Mme Audrey Pulvard est aujourd'hui responsable de je ne sais plus quel service au niveau de la mairie de Paris, étant donné que Mme Audrey Pulvard a quand même fréquenté tous les hauts milieux politiques, puisqu'elle a été la compagne de, je ne sais plus, de Montebourg, je crois. Donc voilà, j'ai envie de dire que vous avez là un des nombreux exemples de la conséquence de la Révolution française de 1789, c'est-à-dire la prise du pouvoir par la bourgeoisie, par l'élite, qui, pendant un siècle, a essayé, au sein même de cette bourgeoisie, au sein même de cette élite, de faire des guerres de pouvoir, de guerres idéologiques, pour au final, à la fin du XIXe siècle, réussir à implanter un système, un régime dans lequel, eh bien, c'est toujours les mêmes qui, une fois qu'ils ont leurs entrées, sont là pour nous dire ce que l'on doit penser, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit être, c'est-à-dire des soumis. Et c'est encore plus vrai lorsque il y a une déliquescence à la fois sociale, politique et économique, où ce sont ces mêmes gens, du genre de Madame Pulvard, qui viennent à alimenter le feu de la discorde, le feu de la division au sein du peuple français, en faisant de la propagande communautarisée. Que dire de plus? Et je pense que sincèrement, Madame Pulvard ne sera ni la première et ne sera pas la dernière. À ceci près, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils le font à visage découvert. Ils le font et de façon très assumée. C'est-à-dire que Madame Pulvard, quand on voit son interview, on a l'impression qu'en fait, elle toise le populeux, le petit blanc populaire, limite gilet jaune, de son regard du haut de sa tour d'ivoire, intellectuelle. Eh bien oui, Madame Pulvard, elle n'a pas compris une chose, c'est que son propos ne fait que réalimenter encore plus les rancœurs, voire alimenter des haines. Preuve en est, c'est qu'il y a un sondage très récent qui démontre qu'il y a plus de jeunes qu'on ne l'aurait imaginé qui sont prêts à voter Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais là je vais en reparler un peu parce que il y a quelque chose quand même qui me turlupine concernant Marine Le Pen. En effet, concernant Marine Le Pen, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, comme quoi, lors de une récente intervention, on s'est rendu compte qu'elle retournait un petit peu sa veste sur certains principes. Et je me suis interrogé, je me suis dit, et si, au vu du contexte de la France aujourd'hui, au vu de sa situation au plus bas, tant social, économique, que je dirais même au sein même de sa population, est-il possible que finalement Marine Le Pen soit
éligible à devenir présidente de la République à un moment où la France est un petit peu comme je dirais lorsqu'on fait cuire un steak sur le grill, à point. À point dans les discordes, dans l'inacceptable, dans la division, dans le communautarisme, dans les montées des extrémismes, quels qu'ils soient d'ailleurs, religieux, politiques. Et que finalement, peut-être que c'est arrivé à un point tellement explosif que peut-être certains politiciens sont conscients qu'ils n'ont pas envie d'assumer l'explosion. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'étais pas très convaincu que les Français en avaient pris suffisamment dans la tête pour réagir. C'est vrai d'un certain côté, d'un certain point de vue, mais de l'autre, si vous mettez Marine Le Pen au pouvoir, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Il va se passer que tous les clans qui sont contre la haine, contre l'extrême droite, etc., risquent en effet de trouver une légitimité pour foutre le bordel dans la société. Et qui plus est, foutre le bordel dans la société en instrumentalisant évidemment les communautarismes, surtout les communautarismes racialisés. C'est-à-dire toute la proportion qu'on a aujourd'hui de gens issus de l'immigration, que ce soit maghreb, arabe, noir africain, Afrique saharienne, comme on le dit maintenant, c'est plus noir africain, on dit Afrique saharienne, ça n'a pas de sens. Même si au sein de ces communautés, on sait qu'il y a des gens quand même vertueux, intelligents, cultivés, et qui ont compris que peut-être d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on utilise comme argument contre le Front National, les idées d'extrême droite, etc. En sachant que beaucoup de gens, surtout les Algériens sont un peuple, il n'y a pas plus nationaliste que les Algériens. Donc les Algériens sont certainement, dans leur conscience, beaucoup plus compréhensifs de l'existentialisme même, de la présence même de l'extrême droite en France, puisque eux-mêmes, chez eux, ils sont dans cet état d'esprit. Alors évidemment, ça peut paraître complètement idiot, mais encore une fois, il faut se repositionner par rapport à la culture, par rapport au patriotisme, par rapport à la préférence nationale de chaque pays. Pourquoi, dans les pays du Maghreb, les Algériens qui se sentent profondément algériens et qui veulent défendre les intérêts de leur pays en tant que patriotes, ne seraient pas dans des concepts nationalistes? Est-ce que le nationalisme, c'est uniquement une politique de blanc? Non, c'est pas une politique de blanc, c'est une politique générale qui s'applique à des pays. Vous avez des pays africains avec des Noirs africains qui sont des nationalistes, parce que des patriotiques, parce qu'ils sont pour la nation, avec évidemment tous les aspects positifs, négatifs qu'on peut y trouver dans la définition même du nationalisme d'une façon générale. Parce que je rappelle, le nationalisme n'est pas un tout. Le nationalisme n'est pas uniquement, je dirais, le synonyme de dictature, le synonyme de fascisme. Le fascisme, c'est la réunion à la fois du nationalisme, du populisme et du totalitarisme. Hein, ce sont ces trois éléments. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, on en a rajouté un quatrième qui est souverainisme. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, être souverainiste, c'est être nationaliste. Donc, nationalisme, forcément, on est fasciste. Enfin, c'est tous les raccourcis, évidemment, idéologiques auxquels aujourd'hui on est confronté. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que finalement, tous les gens qui pensent ça, déjà, on peut déjà les cataloguer comme étant des gens qui n'ont plus véritablement de libre arbitre et qui n'ont peut-être pas suffisamment de culture pour comprendre la subtilité des situations. Déjà, ça élimine. Et donc, envisageons un scénario. Si Marine Le Pen est élue, mais est élue d'une certaine façon, de telle manière à ce qu'on sente bien que finalement, contrairement à 2017, là, ça serait plutôt une valeur inversée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les politiciens qui seront en lice vont faire semblant de lutter contre les haines, contre le parti d'extrême droite, mais ce qui sera peut-être un petit peu symbolique, c'est de voir comment ils vont manipuler leur monde. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vouloir éviter
empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir en organisant, pendant la période des présidentielles, des manifestations monstres contre les racismes, contre l'extrême droite, etc. Mais de façon massive, de telle manière à ce que même ce qui est du débordement, du chaos, etc. Le risque, c'est qu'en organisant ces manifestations qui fatalement finiront parfois à devenir violentes, finiront par évidemment ramener toutes les racailles, tous les casseurs, les black box, les antifas, etc., et tout péter dans les centres-villes, etc. Alors, malheureusement, ça pourrait en effet jouer par contre le jeu de Marine Le Pen. Et encore, à la limite, est-ce que ça serait pas aussi stratégiquement intéressant de pousser peut-être justement, ou de se garantir, ou de s'assurer la victoire de Marine Le Pen? Et une fois que Marine Le Pen est au pouvoir, eh bien on lui met tout sur le dos. C'est-à-dire que là, on lâche les vannes de toute la merde qu'on a accumulée pendant 40 ans. Crise économique majeure, effondrement des systèmes, faillite de banques successives, crise systémique. Et qui est au pouvoir pour gérer tout ça, si ce n'est Marine Le Pen? C'est pour cette raison que, et là dernièrement, Marine Le Pen, qui est quand même une femme intelligente, a commencé à parler de créer un gouvernement d'unité. C'est-à-dire intégrer, c'est-à-dire faire finalement ce qu'avait fait Sarkozy lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire intégrer dans son gouvernement des gens de divers horizons politiques. C'est intéressant. C'est intéressant de voir comment Marine Le Pen assouplit aujourd'hui sa politique, assouplit son programme pour ouvrir la porte à un gouvernement d'unité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est parfaitement consciente que si jamais elle est élue, on va tout lui mettre sur le dos. On va foutre le feu dans le pays, puisque de toute façon on n'en a rien à foutre, puisque c'est Marine Le Pen qui est au pouvoir, donc à la limite, c'est elle qui va payer tous les pots cassés. Sauf si elle intègre dans son gouvernement des gens de divers horizons politiques. Comme ce qu'a fait d'ailleurs aussi Macron. Macron dans son gouvernement, sauf que, je dirais, Macron c'est un peu différent, parce que Macron, en fait, il a joué les opportunismes. C'est-à-dire qu'il a joué les individualismes, c'est-à-dire tous les arrivistes, tous les ambitieux, quels que soient les partis, qui voulaient absolument accéder à des positions de pouvoir, à des positions de gouvernement, etc., bah, il en a trouvé, finalement. Sauf que c'était pas les bons. Hein, même encore aujourd'hui, c'est pas les bons. C'est pas des gens compétents. C'est pas des gens qui sont crédibles. C'est pas des gens qui ont l'expérience pour pouvoir faire le boulot. Alors que Marine Le Pen, je pense qu'elle trouvera forcément des gens pour trouver le boulot. Et d'un autre côté, ça révèle aussi le fait que si elle arrive au pouvoir, Marine Le Pen, elle serait confrontée à ce problème de constituer un gouvernement, mais constituer un gouvernement avec quoi? Avec qui? Parce que même si elle connaît 2-3 noms, 2-3 personnes qui ont des compétences, ça c'est pas suffisant pour former un gouvernement. Donc, la question, je pense va falloir se poser dans l'année à venir, c'est de se dire, qu'est-ce qui va arriver si Marine Le Pen accède au pouvoir? Est-ce qu'elle va rétablir des choses? Est-ce qu'elle va faire les choses telles que beaucoup de Français attendent d'elle? Plus particulièrement concernant la sécurité, concernant l'immigration. Mais sur le plan économique, c'est un peu le flou quand même. Mais encore une fois, vous et moi, nous essayons de comprendre les choses, vous et moi, nous essayons de lire les programmes pour voir ce qu'ils proposent, mais nous faisons peut-être partie que des 10 ou 15% des Français qui lisent les programmes. Les 80% qui restent ne lisent jamais les programmes. Ils se contentent d'entendre, d'écouter, ou des conversations, ou de lire des gros titres de journaux, ou d'entendre des analystes dans des débats télévisés ou radio, de regarder Internet, des documentaires ou des reportages faits par des gens très clairement affichés politiquement. Sauf que ça ne fait pas forcément l'opinion. Ça ne forge pas des opinions, puisque si la 80% des Français se reposent uniquement sur les médias pour se forger une opinion, ils sont déjà quasiment certains que 50% de leurs opinions sont fausses, ou sont des rejets, ou sont basées sur des partis pris, des déformations,
des retranscriptions, des traductions, voire même de la propagande, purement et simplement. Alors que vous prenez le programme des candidats, vous les lisez, et si vous avez un peu de réalisme par rapport à la situation économique, politique, géopolitique, tant nationale qu'internationale, eh ben vous allez vous rendre compte très rapidement que soit il y a des projets intéressants, soit il y a des projets intéressants mais un peu incomplets, ou vous avez des projets qui sont purement de la propagande, mais totalement utopiques et totalement irréalistes, au vu de la situation actuelle. Mais encore une fois, qui le fait ? Qui a cette démarche aujourd'hui de le faire pour comprendre si un tel ou tel candidat a un minimum de crédibilité, un minimum de sérieux ? Force est de constater que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est que pendant ces 20 dernières années, on a des présidents, des administrations, des gouverneurs qui ont promis, dit plein de choses, et au final, les Américains, de plus en plus, se sont rendus compte que c'était du blablabla, que c'était de la comédie, que c'était du show, que c'était du spectacle. Et le résultat, et la conséquence de tout ça, c'est qu'en 2016, vous avez un multimilliardaire qui, m'as-tu vu, c'est abus de sa personne, et qui n'a absolument aucune expérience politique, qui n'a jamais été élu, qui n'a même pas été intégré dans quelque administration, qu'elle soit d'État ou fédérale, s'est dit, tiens, il y a une opportunité à faire, c'est-à-dire je vais me présenter comme candidat aux élections présidentielles. Sauf qu'au début, quand il s'est présenté, tout le monde en rigolait. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, quand il y a certains sondages sérieux d'opinion qui ont été faits, et que les données, les informations, les résultats ont commencé à remonter, et que les gens qui commençaient à regarder les résultats se sont dit là, il se passe quelque chose. Là, on a un personnage qui a très bien compris qu'il va s'accaparer un électorat qui n'a plus confiance envers le paysage politique classique. La suite, on la connaît, hein, il a remporté finalement la primaire républicaine au détriment et au mépris d'un grand nombre d'ailleurs de ténors de républicains, mais comme les républicains se sont dit oui, mais bon, si c'est lui, autant suivre, comme ça nous, on récupère derrière le pouvoir. Bon, après, je ne vais pas refaire toute l'historique, mais c'est ce qu'on a eu un peu en France avec Macron, Macron qui n'a jamais été élu, Macron qui n'a été que quelques mois au ministère de l'économie et des finances sous le gouvernement de, je ne sais plus, c'était Ayrault ou Valls, je crois que c'était Valls, sous la présidence d'Hollande. Et puis du coup, du jour au lendemain, pouf, vas-y, je me présente, machin, alors je ne crée pas de parti politique, je crée un mouvement, et puis voilà, je ratisse. Je suis celui qui va rassembler à la fois les gens de gauche, du centre et de droite. Et finalement, le résultat, avec évidemment un soutien en coulisses du monde de la finance, il a fait le truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer en France, c'est balayer finalement le bipartisme gauche-droite. Comme finalement l'a un peu fait d'ailleurs Donald Trump aussi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a balayé le bipartisme démocrate et républicain, même si, vu que c'est verrouillé comme ça aux États-Unis, il a pris l'étiquette républicaine, mais en réalité, on verra peut-être dans les mois à venir ce qui va en devenir, mais il va peut-être créer son propre parti pour justement peut-être... alors ça serait un bouleversement, hein, si jamais il crée un parti, Donald Trump crée un parti, et que son parti commence à prendre de l'ampleur et devenir véritablement sérieux, ce dont je doute personnellement, peut-être que je me trompe, mais je n'y crois pas vraiment personnellement, parce qu'on surestime beaucoup l'électorat de fond hein, de Donald Trump. Donc en France, oui, Macron, il a réussi à balayer le paysage traditionnel français qui s'est joué d'alternance pendant ces 50 dernières années. Mais si jamais il y avait rupture à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sent bien, il y a une rupture sociale, il y a une rupture politique, il y a une rupture économique,
Même il y a une rupture même au sein même des fondamentaux de ce qui constitue la République. Puisque tout ce qui est égalité, on se rend compte qu'il n'y a plus d'égalité, puisqu'il y a aujourd'hui des prédominances idéologiques, communautaires, racisées, LGBT, qui veut s'imposer dans le paysage, et voire s'imposer au-delà, comme si c'était la majorité, alors que ce sont des minorités, mais imposer, je dirais, son hégémonie sur la majorité. Tout ça, évidemment, dans un gloubi-boulga de revendications, de mouvements, de contestations, de manifestations, de faits, de polémiques, qui finalement, je dirais, la majeure partie des gens plongent un petit peu la tête la première dedans, surtout en plus les jeunes générations, si elles sont dans l'esprit humaniste, hypersensibilisées, etc. D'ailleurs, on le voit dans les manifestations, hein, c'est souvent ce type d'individus qui reflètent pas forcément une certaine maturité d'esprit. Il y en a quelques-uns, mais très souvent on se rend compte que lorsqu'il y a certains mouvements qui naissent, vous avez vraiment un melting pot de gens issus de différents milieux, etc. Mais très très vite, il y a une sélection qui se fait, il y a une sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont tant soit peu intelligents, etc., qui se rendent compte, c'est quoi cette foire? C'est pas une manifestation, c'est une représentation de cirque. Et donc, de ce fait, ça cache évidemment une réalité économique à l'échelle nationale comme internationale, qui depuis 20 ans est dans une merde noire, mais qu'évidemment, tout le monde n'a pas fait un DESS ou un DUG ou une licence d'économie pour comprendre la merde dans laquelle on est. Et puis en plus de ça, vous avez aussi la préservation de cette idée de l'État-providence, pour résoudre les problèmes, alors qu'aujourd'hui l'État il est tellement endetté que les problèmes il ne va pas pouvoir les résoudre ad vitam aeternam, que forcément il va falloir lâcher du lest et abandonner un certain nombre de valeurs et de principes intrinsèques pourtant à la culture française politique et institutionnelle et constitutionnelle. Donc qui mieux que Marine Le Pen pour aggraver encore plus la situation? Et puis finalement, alors, guerre civile, pourquoi pas? C'est possible. C'est une probabilité. C'est un scénario possible. Il y a de fortes chances que on joue toujours l'argument de la démocratie pour légitimer qu'un individu a été élu. C'est ce qu'on a fait avec Macron. Macron, oui, mais attendez, Macron, il a été élu. La République est une démocratie. Les Français ont voté. Et ils ont voté Macron, donc Macron a la légitimité de son statut. Sauf que, évidemment, quand on dit à ces gens-là, oui mais attends, moi une légitimité de démocratique, c'est quand au moins la moitié, voire les 2/3 de la population s'exprime. Or là, sur l'ensemble de la population en âge et en capacité de s'exprimer, on est loin du compte. Je rappelle, sur l'ensemble de la population française en âge et en capacité de voter, là je ne parle pas des gens qui sont inscrits, mais des gens qui sont en capacité de faire jouer et de utiliser leur droit de vote, Macron n'a été élu qu'avec 16% des voix. Macron a été élu avec uniquement les voix de 16% des Français. Donc à un moment donné, il y a un problème. Le système démocratique, il fonctionne à partir du moment où tous les Français, où tous les citoyens d'un pays participent, contribuent, de façon logique et sensée. Sauf que pendant des décennies, quand on manipule, quand on restructure, quand on fait des bidouilles par des lois, par des principes administratifs, par des réglementations, etc., et qu'on finit par empêcher ou éliminer ou purement et simplement idéologiquement dégoûter les gens d'aller voter, pour des guignols, il n'y a plus de démocratie. Là, on est dans une plutocratie. C'est-à-dire des gens qui instrumentalisent à leur intérêt un système pseudo-démocratique pour se faire valoir et se faire mettre au pouvoir. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je le réexplique aujourd'hui, si un jour demain vous avez un leader, si vous avez un Français, une Française ou un Français qui ressort du lot, qui a derrière lui une proportion de soutien populaire non négligeable, mais qui ne joue pas la carte ou qui ne rentre pas dans le moule
de la sphère politique, et bien cette personne-là, vous n'entendrez pas parler, ou vous allez en entendre parler, puis tout d'un coup, il va disparaître du paysage, parce qu'on va faire en sorte de lui couper l'herbe sous le pied. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'il est important de s'interroger sur pas seulement l'existence même de Marine Le Pen, mais de ses intentions, de sa réelle ambition. Je rappelle, pour mémoire, le débat d'entre-deux tours face à Macron. Faut être abruti ou idiot pour ne pas se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Elle avait l'opportunité et la chance de se valoriser, de se mettre en avant et de défendre ses idées. Et au résultat, on a eu un truc, mais à un moment donné, on s'est dit, mais on est dans la 4e dimension, là. Surtout avec, en face d'elle, un Macron qui n'a absolument aucune note, aucun papier, etc., et qui nous sort des chiffres comme s'il avait tout mémorisé comme un autiste. Et après, on vient nous faire croire que non, il n'avait pas d'oreillette. Excusez-moi, mais la façon dont il a, dans son éloquence, dans l'usage des mots, dans la précision des données et des chiffres qu'il donne, aucune personnalité politique n'est capable de sortir ou de dire les choses comme ça, sans avoir au moins des notes ou des références. Donc voilà. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui dans le débat et à la veille de ce qui va commencer à être la campagne présidentielle de 2022, de s'interroger sur les réelles intentions de Marine Le Pen, de sa crédibilité, au-delà des discours courants, oui, mais c'est l'extrême droite, faut pas, c'est la haine, c'est le fascisme, blablabla, tout ça c'est de l'argumentaire pour neuneux, j'ai envie de dire. Et se dire que si d'un côté, elle n'a aucune chance, et peut-être pas la volonté de devenir présidentiable, mais juste d'être, je dirais, l'outil et l'instrument pour obliger les Français à voter pour quelqu'un qui d'ordinaire n'aurait jamais voté pour, comme ça a été le cas pour Macron. Je veux dire, s'il n'y avait jamais eu Marine Le Pen au second tour, certainement que Macron n'aurait jamais été élu. Macron a été élu par le vote barrage. Tout comme Hollande a été élu par le vote barrage contre Sarkozy. Tout comme Chirac, en 2002, a été élu par le vote barrage contre Jean-Marie Le Pen. Les gens n'ont pas voté pour, ils ont voté contre, majoritairement. Donc à partir du moment où, comme je vous l'ai expliqué précédemment, dans une démocratie, on inverse les valeurs, mais qu'on dit toujours, oui, c'est la démocratie. La démocratie a fonctionné, regardez, c'est magnifique. Non, elle n'a pas fonctionné, la démocratie. Parce que les gens qui ont voté Macron, ils auraient bien aimé voter pour quelqu'un d'autre. Mais on les a obligés à voter pour Macron. Nuance. Quand on oblige les gens inconsciemment à voter pour quelqu'un qu'ils ne veulent pas, mais pour lequel ils n'ont pas le choix, parce que sinon, c'est les extrêmes, c'est le fascisme. Il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République française, elle fonctionne, je dirais, à la même façon que pour une majorité de gens. C'est comme si on leur demandait de signer un contrat avec un flingue sur la tempe. C'est à peu près pareil. L'image peut paraître extrême, mais malheureusement, c'est ça. Donc encore une fois de plus, je pense qu'il va être très important de voir comment les choses vont évoluer, de voir les comportements des politiciens qui se prétendent vouloir accéder au trône, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose à gratter pour aller voir qu'est-ce qu'il y a véritablement en coulisses. Parce qu'au vu de la situation, surtout avec la pandémie, la condition aujourd'hui économique, sociale, et pas seulement française, à l'échelle internationale, j'ai envie de dire, il y a tellement d'enjeux importants maintenant, que si les gens ne prennent pas conscience que soit on change les choses, mais on les change radicalement, intelligemment, ou soit on continue toujours avec les mêmes, mais qui vont nous enfoncer. Si aujourd'hui les gens ne prennent pas conscience de ça, on va droit dans le mur. Et j'ai envie de dire, si on va droit dans le mur, et si aujourd'hui
des gens, des analystes, des experts sont conscients qu'on va droit dans le mur, autant aller droit dans le mur avec une Marine Le Pen en tant que présidente qu'avec quelqu'un d'autre. Au moins comme ça, personne, les politiciens, que ce soit les Mélenchon, les Macron, les je ne sais qui d'autre encore, qui ont des prétentions au trône, finalement, ils font pas de blanc, ils auront pas de blanche. Parce que c'est pas eux qui seront au pouvoir au moment où tout va partir en vrille. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir méditer sérieusement. Autre information, vous avez vu ce fameux super porte-conteneur bloqué au canal de Suez. Alors, au départ, on a dit que c'était malheureusement une succession de circonstances qui a provoqué cet accident. Je rappelle, le bateau remontait vers la Méditerranée et avec une visibilité très difficile, avec un vent fort, et comme malheureusement ce bateau, les superconteneurs sont très très hauts, puisque ils ont une prise au vent. Et il semblerait qu'un vent fort a fait en sorte de dévier malheureusement le bateau dans un chenal qui est quand même relativement limité, et finalement il s'est planté sur un des bords du canal. Et avec le courant, il s'est mis de travers. Donc il s'est retrouvé bloqué. Aujourd'hui, une presse égyptienne tente à démontrer que, en dehors, en effet, des conditions de navigation difficiles que avait pu connaître ce bâtiment, qui est le Ever Given. Le Ever Given, bien le capitaine, il y aurait peut-être eu une erreur humaine. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné où ça a commencé à dériver, peut-être qu'il n'y a pas eu une interaction ou une réactivité suffisamment rapide pour éviter le drame. On peut parler de drame, parce qu'à partir du moment où le canal de Suez est coincé, vous avez aujourd'hui presque plus de 300 navires de chaque côté qui attendent. Alors au-delà de l'incident, la difficulté aujourd'hui, c'est que, c'est un porte-conteneur très grand, très gros, avec une portée qui est très, je dirais, un tirant d'eau qui est très important. Et le canal de Suez, c'est un canal, donc il y a vraiment, c'est comme un fleuve, il y a des zones où vous pouvez naviguer, tant que vous avez suffisamment de tirants d'eau pour pouvoir naviguer. Sauf que là, vous avez quand même un des plus gros navires qui existent au monde, qui est coincé, le nez, la proue, planté dans le sable sur une dérive. Et d'ailleurs, j'ai lu un article où si jamais ils n'arrivaient pas alors là pour l'instant ils sont toujours apparemment en train d'essayer de profiter de la marée pour peut-être réussir à le faire bouger un peu, etc. Mais il y a des experts qui disent attention, c'est un bâtiment. Ce bâtiment-là, on ne peut pas le pousser n'importe comment, on ne peut pas le tirer n'importe comment. Parce que si jamais on fait une connerie, si on aggrave la situation, là, c'est pas quelques semaines que le canal risque d'être fermé, ça risque d'être plus d'1 mois. Or là, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 300 navires qui attendent de chaque côté. J'espère que vous êtes conscients ce que ça veut dire, ce que ça implique. Il faut savoir le coût journalier pour les armateurs, pour les clients, pour les vendeurs, que ça implique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, certainement des milliards et des milliards d'euros qui sont bloqués de chaque côté du canal de Suez. Et comme vous savez que vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces, beaucoup de chaînes, beaucoup de sociétés de vente du détail, qui fonctionnent de moins en moins avec du stock, c'est-à-dire qui fonctionnent en flux tendu, la marchandise qu'ils auraient dû recevoir la semaine dernière, elle est toujours bloquée au canal de Suez.
C'est-à-dire que sur un certain nombre de produits, il pourrait bien qu'il y ait une pénurie à un moment donné. Puis attention, quand je dis pénurie, c'est pas à dire oui, mais on s'en fout à la limite si c'est des jouets fabriqués en Chine, etc. Non, non. Il faut savoir que vous avez des matières premières aussi, qui sont sur ces bateaux. Des matières premières qui sont nécessaires et importantes dans la transformation pour produire quelque chose. Donc si vous n'avez pas votre matière première parce que vous l'avez achetée en Chine, en Thaïlande, au Japon, en Corée, ou en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, etc., et que comme vous fonctionnez avec du flux tendu, et ben, si vous n'avez pas votre matière première pour continuer la production de votre produit, etc., ben, vous êtes en rupture. Et là, vous avez toute une chaîne qui est en rupture. Donc vous comprenez là le point sensible aujourd'hui que ça amène. Donc là, comme je vous le disais, ils essayent de profiter de la marée peut-être pour essayer de le dégager, mais s'ils n'arrivent pas à le dégager, alors il y en a qui commencent à réfléchir que peut-être essayer de soulager la proue en retirant ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire en retirant des conteneurs, etc. Sauf que il y a beaucoup d'experts qui sont quand même très très dubitatifs sur déjà la capacité de gens locaux à pouvoir opérer ce genre de choses, avec compétence, avec connaissance, et finalement aggraver encore plus la situation. Vous avez déjà des compagnies qui ont demandé à leurs bateaux de passer par la Corne de l'Afrique. Sauf que ça fait, je crois, 6 jours ou 7 jours supplémentaires de trajet. Donc, encore une fois de plus, si vous rajoutez des jours de transfert, des jours de transport dans la chaîne, forcément, il va y avoir des perdants. Donc là, si vous voulez, finalement, tout d'un coup, et c'est là que moi je me suis dit, tiens, finalement, Schwab, avec son livre, Le Grand Reset, etc., il en parle. Il en parle de ces entreprises qui, à un moment donné, vont commencer à faire leur compte et se dire, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas plus rassurant, plus garantissant, je ne sais pas d'ailleurs garantissant si ça existe, non? Enfin, si ça fait une garantie, de finalement fabriquer peut-être, je dirais, dans du continental, plutôt que d'aller faire fabriquer à des endroits où le seul moyen de transport qui encore permet d'avoir les marchandises suffisamment rapidement, c'est le transport maritime. Et j'irai même plus loin. J'ai envie de dire, aujourd'hui les Chinois, ils ont le sourire. Pourquoi? Parce que cet événement, eh bien, va renforcer l'idée de développer la fameuse route de la soie. S'ils redéveloppent la route de la soie jusqu'en Europe, il faut imaginer que finalement, le transport maritime, on n'en aura peut-être plus forcément besoin. Pas à une telle échelle. Voir des acteurs économiques ne plus être dépendants du transport maritime. Vous voyez l'importance là que ça. Donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut être un accident avec des conséquences en effet économiques. Mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas la notion des réelles conséquences économiques que aujourd'hui cet événement a. C'est-à-dire que ça démontre la fragilité dans un système économique où on fonctionne depuis maintenant des années sur un flux extrêmement tendu. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes économiques où c'est un petit peu comme la mécanique. Si jamais vous lâchez un grain de sable, même le grain de sable peut rouiller, enfin provoquer des dégâts considérables dans la mécanique. Il y a 40 ou 50 ans, le grain de sable, on pouvait le surpasser. On pouvait s'y adapter, on pouvait trouver des solutions, etc. Parce qu'on n'était pas dans l'urgence, on n'était pas dans la fragilité, on n'était pas dans l'extrême. Je n'ai pas le terme exact en tête, mais c'est pas sensibilité, mais fragilité peut-être, oui, l'extrême fragilité aujourd'hui du système
en matière d'import-export, de transport, de livraison, de production, de transfert des matières premières, etc. Aujourd'hui, tout est calculé à la seconde près. Si jamais un camion prend du retard, c'est en effet de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de réfléchir à trouver des améliorations au modèle économique, évidemment avec aussi des enjeux environnementaux, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui savent qu'il va falloir jouer avec, même si ça pourrait éventuellement être que de l'apparat, que de la politique d'apparence, de communication, et que derrière finalement on arrêtera de polluer avec certains polluants, mais qu'on continuera à polluer avec d'autres. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi il y a une réflexion à avoir. Mais cet événement, oui, il a une symbolique très grande aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, où l'économie est extrêmement fragilisée, qui était déjà fragilisée bien avant, mais dont la pandémie aujourd'hui remet complètement des règles de jeu en question. Voire même certains promoteurs aujourd'hui qui commencent à réfléchir et se dire vouloir construire des bateaux toujours aussi gros pour pouvoir transporter de façon beaucoup plus massive des marchandises. Oui, mais le problème, c'est que ça implique aussi des risques. Ça implique des complications en matière de transport, des complications en matière de maniabilité même des bateaux. Là, on en a la preuve. Et puis surtout, en effet, si vous construisez toujours plus gros pour pouvoir transporter toujours plus, ce qui est d'ailleurs le même principe aujourd'hui des fameuses croisières. Les croisières, c'est celui qui va construire le paquebot qui va pouvoir emmener 2000, 3000 ou 4000 passagers. Parce que plus vous emmenez de passagers, plus vous avez les chances de gagner de l'argent. Et plus vous transportez de passagers, plus vous avez des bateaux toujours plus gros, avec une capacité toujours plus énorme, plus vous pouvez éventuellement être compétitif sur le marché des voyages en croisière. Et faire des offres adaptées aujourd'hui au marché. Sauf que le jour où vous avez une merde, c'est comme ces gros porte-conteneurs. C'est qu'au lieu d'avoir une perte de 1000 conteneurs ou de 1000 passagers, là vous avez une perte de 10 000 conteneurs. Comme sur un gros paquebot, le jour où il y en a un qui coule, c'est pas quelques dizaines ou quelques centaines de gens qui risquent de mourir, là c'est carrément des milliers. Donc vous augmentez les risques. C'est-à-dire vous gagnez certainement peut-être en gain, c'est-à-dire qu'on est dans la folie de la démesure pour le gain, mais on s'expose à des risques de plus en plus importants, qui nécessitent de plus en plus de rigueur, d'être de plus en plus attentif, de s'équiper des gens les plus compétents du marché. Sauf que quand on est sur du dumping social, et qu'au lieu de se payer les services d'un capitaine hyper expérimenté, on préfère acheter les services d'un capitaine d'un pays en voie de développement, etc., mais qui n'a pas forcément, qui a peut-être une très bonne expérience dans son métier à l'échelle locale ou sur de l'international, mais sur des petits navires ou des navires de moyenne taille, mais qui n'ont pas l'expérience avec des gros navires comme ça. Je veux dire, on a eu des expériences, souvenez-vous le Concordia, ce fameux bateau de croisière qui tout d'un coup s'est couché tout simplement parce que, alors de mémoire, je crois que le capitaine a cédé au fait que normalement il s'est éloigné de son couloir de croisière parce qu'il y avait apparemment un deal avec je ne sais plus qui pour qu'en fait les passagers puissent observer ou voir des trucs, sauf que le mec il s'est approché beaucoup trop près de zones où il y avait des risques d'échouage ou des risques de collision avec des rochers, des trucs comme ça. Donc voilà. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous avez quand même un capitaine qui s'est barré, qui a complètement abandonné ses responsabilités. Donc l'exemple du Concordia, aujourd'hui on n'en parle pas trop,
Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'experts, vous avez beaucoup de gens dans, pas seulement la croisière, mais il y a beaucoup de secteurs professionnels où c'est ça, où on est conscient qu'il y a des gens à la tête avec des responsabilités qui n'en ont pas les épaules, qui n'en ont pas la carrière, qui n'en ont pas le charisme. Et bien là, force est de constater que, encore une fois de plus, peut-être que l'erreur humaine, elle a été du fait d'un manque de rigueur, d'un manque de sérieux, d'un manque de compétences, d'un manque de communication, de manque de management même. Parce que là, sur ce genre de bateau, vous avez des équipages. Ces équipages, c'est un conglomérat de gens très souvent issus des pays d'Asie, Asie du Sud-Est, etc. Bon, s'ils parlent anglais, ça va, mais encore une fois, moindre coût, dumping social. Aller chercher l'employé, aller chercher la main-d'œuvre, aller chercher là où c'est le moins cher. Parce qu'un Bangladais ou Bengali, pardon, Bengali, pardon, oh, je vais y arriver, un Indien ou un Malaisien, etc., bah, vous le payez des fois presque moitié prix qu'un Européen, ou un Américain, ou je ne sais quel autre. Donc là, encore une fois, l'enquête, il y aura une enquête certainement, puis on saura, mais il n'y a pas certainement à chercher loin que la défaillance humaine, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a pas pris de décision parce qu'il n'a pas la capacité d'en prendre, ou il ne veut pas les prendre, ou il ne les prend pas au bon moment, ou il aurait dû les prendre, mais comme il y a un risque toujours d'un moment donné de devoir assumer des responsabilités, et qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui où on fabrique de plus en plus de gens qui, consciemment ou inconsciemment, sont dans un esprit de déresponsabilisation, bon ben voilà, on a le tableau parfait de la déliquescence même du fonctionnement d'un système. Alors ça, pour l'instant, c'est un bateau, mais là, qui commence à coûter beaucoup de pognon à beaucoup d'entreprises. Nous, aux États-Unis, on n'est pas touché, puisque tout ce qui vient d'Asie passe par le Pacifique, et tout ce qui vient d'Europe passe par l'Atlantique. Donc nous, aux États-Unis, on est protégés. On ne va pas avoir de conséquences, ou il y aura des conséquences très minimes. Mais ce qui n'est pas le cas de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs dépendent des exportations et des importations avec l'Asie. Et toutes les exportations et importations avec l'Asie, ça passe par où? Par le canal de Suez. Donc là encore, il va falloir méditer sur la question. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais revenir rapidement sur le phénomène qu'on appelle la cancel culture. Vous avez des éminents experts à l'université d'Oxford qui ont une réflexion sur le fait que la musique est raciste. La musique est raciste. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que la musique, elle est basée sur quoi? Qu'est-ce qui est en dehors de ce que nous écoutons? Qu'est-ce qui est écrit? Ce sont les partitions. Or, les partitions sont racistes. Parmi les exemples qu'ils ont donnés, du fait que la musique a été souvent créée, ou tout du moins la musique que nous écoutons aujourd'hui, que ce soit la musique classique, etc., la base même musicale a été fondée par des acteurs, par des musiciens, par des compositeurs blancs. Ben oui, Mozart, Bach, Beethoven, Wagner sont blancs. Lully, même si vous allez plus loin dans, dans toute l'histoire de la musique, beaucoup de compositeurs sont blancs. C'est gênant. Autre élément aussi d'argumentation de ces gens d'Oxford, c'est vous comprenez bien que les partitions, pour une blanche, ça vaut 2 noirs. C'est pas très égalitaire, ça. C'est très dénigrant pour les gens de couleur de savoir que dans la musique, 2 noirs, ça vaut une blanche. Alors je vous rassure, aux États-Unis, il commence à y avoir au sein des woke,
Hein, les woke, c'est ces gens qu'on appelle les progressistes éclairés, etc. Il commence à y avoir des gens qui commencent à se rendre compte que là, ça commence à délirer complètement. Et qui commencent à exprimer qu'ils ne sont plus trop d'accord avec ces revendications, avec ces dénonciations, en tout et pour tout, qui veut justifier, réglementer ou changer parce que, suivant la tendance, c'est pas inclusif, c'est pas respectueux des sensibilités, etc. Je pense que là, il y a quand même une logique de sensée qui commence à s'exprimer aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il commence il y a des gens qui sont encore dans cette conviction de vouloir défendre l'équité, les droits civiques, etc. Mais qu'il y a vraiment des malades, en fait, qui s'approprient cette idéologie progressiste pour régler des comptes, en réalité. Ou, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo avec cette professeure de Brooklyn, je crois, qui nous avait trouvé un truc comme quoi le 2 plus 2, 4, c'était raciste. Pareil, encore une fois de plus, parce que c'était symbolique et synonyme de patriarcat blanc. Il y a un moment donné, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, c'est qu'il va falloir reconnaître un jour ou l'autre qu'on laisse des gens utiliser des idéologies politiques, des idéologies sociales ou des idéologies économiques à des fins de résoudre ou de régler des comptes par rapport à leur frustration. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de thématiques par rapport à ça qui sont certainement nées de cet état d'esprit, c'est-à-dire de se rendre intéressant et de faire le buzz pour exister. Finalement, c'est peut-être un des visages un peu négatifs, je dirais, d'Internet aujourd'hui vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est-à-dire que des gens ont nécessairement besoin d'exister par le prisme de l'Internet, par le prisme des réseaux sociaux, et sont capables de faire tout et n'importe quoi pour faire le buzz. Alors on a eu des gens qui ont fait des conneries, il y a eu des gens qui ont lancé des mouvements, des tendances, je vous rappelle le fameux Ice Bucket, vous savez ce phénomène qu'il s'agissait de se renverser un seau d'eau glacé sur le crâne. Ça continue aujourd'hui, il y a des gens qui lancent des défis, mais des défis à la con. Et souvent, quand on constate que c'est des défis qui viennent des États-Unis, c'est des défis qui sont à l'image, je dirais, de l'infantilisation même du peuple américain. Au lieu de lancer des défis avec des défis intelligents, je dirais, et des défis surtout qui ne risquent pas de mettre en danger physiquement les personnes, non, voilà, c'est un peu tous ces jeunes qui aujourd'hui sur Internet pour faire le buzz sur TikTok, sur Twitter, sur je ne sais plus quel autre réseau social aussi, un peu Facebook, YouTube, mais Facebook et YouTube c'est un peu différent parce que maintenant ils font quand même un peu plus gaffe au contenu, mais sur TikTok, il y en a des fois, mais vous vous dites mais ils sont pas bien, ils ont un problème, faut qu'ils aillent se faire soigner. Mais comme malheureusement on est dans des sociétés parfois où on a laissé tellement aller la liberté de soi, de faire ce qu'on veut, de pouvoir revendiquer ce qu'on est, etc. Il y a un moment donné où on ne fait plus la différence entre les gens qui ont véritablement un problème psychologique, un problème qui dépend de la psychiatrie, que d'une volonté de revendiquer quelque chose, d'être dans la revendication, d'être dans la personnification, d'être dans la recherche d'identité, etc. Là, il y en a un qui a trouvé le moyen sur Internet de pondre le fait qu'il voulait qu'on reconnaisse le fait de s'attribuer une nomination. Et le mec, il voulait absolument qu'on reconnaisse qu'il ait le droit de se faire appeler cheval. J'ai pas envie de faire un peu comment dire, de mauvais esprit, mais souvent, entre la connerie sortie par un certain nombre de gens et leur apparence physique, quand je dis apparence physique, c'est-à-dire pas leur apparence physique naturelle, mais leur apparence qu'ils se donnent auprès des gens, genre
cheveux colorés, les piercings un peu partout, les tatouages... Enfin, on sent quand même qu'il y a un problème. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les gens qui se font des colorations de cheveux, qui ont des tatouages, etc., sont des gens qui ont des problèmes psychologiques. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement, c'est que c'est un peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui vous dit « je suis artiste » et qui vous fait une peinture et qu'en effet, vous constatez bien qu'il est artiste parce qu'il a un talent, parce qu'il a une technique, parce qu'il a de la créativité, etc. Et des gens qui se prétendent artistes, qui vous montrent ce qu'ils font, mais qu'au moment donné, vous dites non. Même s'il y en a certains qui vont vous dire, oui, c'est de l'art primitif, c'est de l'art conceptuel. Non, non. Il y a une différence entre l'artiste qui est capable de sortir, de créer quelque chose avec de la technique, avec de l'inspiration, etc. et des gens qui s'autoproclament artistes, mais qui font de la merde, disons-le carrément. Et ben là, c'est pareil. C'est aujourd'hui, surtout aux États-Unis, vous en avez des fois qui sont habillés d'une façon, qui ont des tatouages, qui ont des piercings, qui se colorent les cheveux, mais parce que, donc, comme on est dans des sociétés très souvent très hypocrites, hein, comme je vous rappelle cette petite histoire que j'avais fait avec cette vidéo de cette chanteuse, pseudo-chanteuse, mais qui en réalité chantait faux. Mais il y a des gens qui disent « Ah, c'est magnifique, c'est formidable, c'est super ce que tu as fait, ah, c'est génial, ah, c'est beau, etc. » Non, c'est pas beau. Ça, si un jour vous venez aux États-Unis, prenez conscience de ça culturellement. Quand vous trouvez quelque chose qui est légitimement pas beau, qui est mal fait, qui est pas bien, etc., évitez de l'exprimer. Parce que vous allez heurter la sensibilité forcément de quelqu'un. En revanche, comme je vous l'ai dit, c'est très hypocrite. C'est que par contre, dans le dos, là, t'as vu comment c'est nul, t'as vu comment il est petit fait, t'as vu... Ça, oui, oui, alors là... Mais en face des gens, non. Ils n'ont pas l'honnêteté de dire, non, excuse-moi, là... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis... pourtant, ça fait bientôt 10 ans que je vis aux États-Unis, ben, je vais vous dire, les Françaises... Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais alors, je vous assure, les Françaises, comment, putain, vous êtes super bien sapées. Vous avez du style, vous avez la classe, quoi. Ici, aux États-Unis, excuse-moi, il y en a, c'est des sacs à patates. Ils ne savent pas s'habiller. Ils ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas se maquiller. Alors, en plus, quand ils essaient d'être originaux, qu'ils veulent se faire des colorations de cheveux, etc. Mais c'est laid, c'est pas beau. Mais comme je vous dis, comme on est dans un pays où on est dans l'extravagance, on est dans les extrêmes. Ouais, ben là, tu vas carrément dans l'extrême du pas beau, du nul, du à chier. Donc voilà, et si vous prenez ces concepts-là, parce que vous remarquerez quand même que ça vient souvent des États-Unis ou d'Angleterre, hein, ces idées à la con, quand vous mettez entre les mains des gens des idéologies, des tendances, des mouvances, qui ont leur légitimité d'une certaine façon, eh bien malheureusement, ils vont en faire des outils, des armes extrêmes. C'est-à-dire qu'ils tombent dans l'extrémisme. Et essayer de trouver des liens sur tout et n'importe quoi pour dire oui, bah ça, le mur il est noir, donc c'est une insulte aux gens de couleur. Tiens, lui, il a une voiture rouge, le rouge c'est le sang, donc c'est quelqu'un de violent, donc il y a des instincts criminels. Oh, puis lui, regardez, il porte qu'un costume noir, il n'a pas le droit de porter du noir parce que c'est un blanc, le noir c'est uniquement pour les noirs. Enfin, ça va très loin, hein, ça va même dans la littérature. Hein. Je rappelle, on a l'Enfer de Dante, il y a une édition qui a été retirée de l'Enfer de Dante. Pour ne pas heurter la sensibilité des musulmans, ils ont supprimé Mahomet dans le livre. Ouais, on en est là. On en est là. Et pareil, il y a toujours la polémique de cette fameuse poétresse afro-américaine qu'on a pu voir lors de la cérémonie d'intronisation de Biden. Là encore, aux États-Unis, il y a des gens, des éditeurs, donc des professionnels, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en Europe. Pourquoi il y a des gens qui sont contre le fait que ce soit des Blancs qui traduisent son livre? On a eu, par exemple, je ne sais plus, c'est en Suède ou en Finlande, une auteure réputée, une auteure connue, hein, qui
qui a abdiqué, qui dit oh, c'est bon, je ne ferai pas la traduction, puisque là je suis en train de me faire canceller sur les réseaux sociaux parce que je suis blanche. Parce que des gens qui considèrent qu'un auteur noir doit être traduit que par des noirs. Alors en effet, il y en a qui ont été très loin, ils ont essayé de soulever, ben oui, mais finalement on se rend compte que dans le milieu des traducteurs dans le monde, ben, il y a très peu de gens de couleur. Donc c'est quoi, vous voulez quoi? Vous voulez l'égalité? C'est-à-dire vous voulez une moitié de blanc, une moitié de noir, c'est ça en fait? Mais excusez-moi, mais dans un pays comme les États-Unis, la France, la Finlande, etc., quelle est la proportion de représentativité des gens de couleur? En fait, on est dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que si, par exemple, aux États-Unis, vous n'avez que, peut-être je me trompe, c'est 38 ou 48 millions d'Afro-Américains sur les 320 ou 28 millions d'habitants, ben ils veulent une proportion. C'est-à-dire que la minorité de représentation des Afro-Américains revendique qu'il y ait dans les institutions la moitié d'Afro-Américains. Mais là, dans ce cas-là, c'est plus de la représentation, c'est de la surreprésentation. Bah oui, en nombre. Si vous vivez dans une communauté de 10 personnes, mais parmi les 10 personnes, vous avez 2 personnes de couleur, on va dire. Et que ces 2 personnes de couleur réussissent à convaincre 3, 4 personnes parmi les blancs qu'ils sont sous-représentés, qu'ils sont une minorité, mais qu'ils ont les mêmes opinions, les mêmes droits, les mêmes égalités que les autres, s'ils réussissent à convaincre les 4 autres, c'est-à-dire que sur les 10, vous en avez 6 qui vont vouloir et qui vont se battre pour permettre aux 2 d'avoir au moins la moitié en représentation dans les 10, alors qu'en réalité, ils ne sont que 2. Vous voyez, donc forcément, chez les 5 autres, les 5 blancs qui vont se dire « Mais attends, pourquoi il y a une moitié de représentativité d'une minorité qui ne représente que 2 personnes parmi le groupe de 10 ?» C'est pas logique. Qu'on établisse des règles pour dire que les 10 ont les mêmes droits, les mêmes égalités, etc. Là, oui. Mais là, on est dans le racialisme. On est dans le particularisme. On est dans la représentation communautaire en affrontement, finalement, avec les autres. Et bien là, j'ai résumé tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sur le plan sociétal et civilisationnel. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une minorité dans les sociétés occidentales qui veulent se faire valoir, avoir des droits, d'avoir au moins minimum une représentativité de moitié, alors qu'ils ne sont qu'une minorité. Mais en revanche, si on commence à leur dire « Non, mais c'est débile votre truc de nombre, là, c'est débile votre truc de pouvoir, de représentativité plus importante, parce que vous êtes issus de minorités qui ont été blâmées, etc., blabla, qui ont été des victimes, etc. » Non, on est dans une société moderne. Octroyer des droits d'égalité, de représentativité en tant qu'individu, en tant que citoyen d'un pays, oui, mais parce que vous êtes des gens de couleur, parce que vous êtes des minorités sexuelles, parce que vous êtes des minorités religieuses, parce que... et vous donnez plus de représentativité que ce que vous représentez en réalité dans la société, bah oui, là, non, il y a un truc qui ne va pas. Sauf que comme aux États-Unis, on est dans l'excès, et ben dans l'excès, on est aujourd'hui dans ces idéologies qui amènent des gens à aller aussi dans l'excès, et d'en arriver. Alors, pourtant, des gens, hein, à Oxford, l'université d'Oxford, trouvaient le moyen de faire une étude en disant la musique, c'est raciste. C'est raciste parce que on a 90% des auteurs, de compositeurs qui sont blancs, parce que dans les partitions, on a plus de blanches, et que les blanches valent plus que les noires. Souvenez-vous, on avait déjà eu le scandale sur le fait qu'il y en a certains qui voulaient qu'on change les règles du jeu des échecs, parce qu'ils trouvaient raciste que le fait que ce soit les blancs qui jouent en premier, face aux noirs. Et ouais.
Mais ça, malheureusement, heureusement, il y a encore un peu de gens sensés, conscients, responsables, pour se dire non, là, je pense qu'on a tous la même réaction. Le seul problème, c'est que vous avez derrière des intérêts politiques, des intérêts idéologiques qui donnent de l'importance à ces gens. Et à partir du moment où on donne de l'importance à ces gens, c'est qu'on a une raison. Bah, la raison, c'est qu'on veut foutre le bordel dans les sociétés. On veut casser les modèles historiques et les modèles culturels de nos sociétés. Voilà, on en revient finalement. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas, likez, inscrivez-vous si vous êtes nouveau, partagez. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de bien vous porter.